André-Joseph Dubois, je suis très heureux de vous rencontrer, non seulement à travers nos écrans respectifs, mais aussi par le premier de vos romans que je découvre, qui en fait est le septième roman que vous publiez, et qui est un roman dont le titre est Le septième cercle, paru aux éditions Weyrich dans la collection Plume du Coq, qui est une collection de livres belges de langue française et qui est une de ces collections qui est en train de devenir une collection, je dirais, patrimoniale de la littérature belge francophone. Ma première surprise a été de découvrir que ce livre, ce roman n'était pas votre premier roman, mais votre septième roman, et que je vous avoue humblement que j'ignorais votre carrière littéraire avant ce livre-ci. Et dans votre carrière littéraire, il y a une première chose qui m'a surpris, c'est que vous avez publié deux romans qui ont eu un certain succès, et puis une interruption d'écriture pendant 30 ans, si je ne me trompe. Et puis après, vous redémarrez une carrière littéraire. Alors, quel est, non pas, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait pendant ça, mais quel a été le déclic qui fait que vous interrompiez et puis le déclic qui fait que vous repreniez? Oui, c'est assez compliqué. Ça fait intervenir des choses qui font partie de ma vie personnelle, mais également des éléments qui sont liés à la vie littéraire, si je puis dire. Alors, j'ai publié effectivement un premier roman, L'œil de la mouche, chez Balland à Paris en 81. Alors, c'est un roman qui a été très bien réceptionné pour un premier roman. Bon, j'ai eu pas mal d'articles, pas mal d'échos, tant en France qu'en Belgique. Donc, c'était encourageant. Mais je suis ainsi fait que je travaille souvent dans le doute et dans l'angoisse. Et mon second roman a été, comment dirais-je, a été fait dans ces conditions-là et ne pouvait pas être excellent. Donc j'ai été moi-même déçu, c'est un roman qui n'aurait pas dû être publié. J'ai été moi-même déçu, je me suis demandé si je ne faisais pas fausse route. Donc j'ai eu une première période de silence d'un an ou deux. Et sur ces entrefaites, André Balland s'est retiré des affaires, non pas à cause de moi d'ailleurs, je tiens à le préciser. Euh, et finalement, je me suis aperçu que je vivais très mal le simple fait de publier, d'être mis comme ça, même si c'était encore avec des dimensions extrêmement modestes, bien entendu, d'être mis un petit peu sous les projecteurs pendant quelques temps, d'en publier, il y a public, et de devenir un homme public ne me satisfaisait pas vraiment. Donc, plus des raisons personnelles dans lesquelles je ne vais pas entrer, je me suis installé comme ça dans la non-publication, tout en continuant à écrire, à travailler, à réfléchir beaucoup à la littérature. J'ai mis des manuscrits dans un tiroir et ça a duré comme ça pendant 30 ans, jusqu'à ce que je sois contacté par Christian Liebens et Alain Bertrand, deux animateurs bien connus. Alain Bertrand, hélas, a disparu. Mais ils étaient tous deux, et Christian Liebens l'est toujours bien entendu, deux animateurs bien connus de la littérature francophone de Belgique. Ils lançaient la collection des Plumes du Coq et leur point de vue, si je puis dire, le projet de la collection m'a beaucoup plu. L'idée de littérature en terre wallonne, ça me paraissait une idée téméraire, mais ce n'est pas pour me déplaire, une idée téméraire et par conséquent tout à fait sympathique. Et alors, il me demandait en fait à republier mon premier roman, L'œil de la mouche, qui était un peu sorti des radars forcément en 30 ans. Et je leur ai dit, bon, bah, tout à fait d'accord, pourquoi pas. Et puis, intéressé par le projet de la collection, je leur ai proposé un manuscrit que j'avais dans un tiroir, qui était Les années plastiques. C'est finalement lui qu'ils ont publié parce que ça leur a plu, ça les a emballés. Et je me suis donc trouvé engagé dans l'aventure des Plumes du Coq et me voici. Très bien, mais c'est une histoire, je trouve, exemplaire dans le rapport entre un écrivain et un éditeur qui lance une nouvelle maison d'édition et qui va à la recherche des auteurs pour démarrer cette nouvelle collection, puisque Olivier Brich avait par ailleurs déjà
des activités éditoriales, mais davantage dans le domaine du livre documentaire que dans le livre de fiction. Et alors, si vous voulez bien, nous n'allons pas parler des livres, des 6 livres qui ont précédé celui-ci, puisque je ne les ai pas lus, mais par contre, nous avons matière avec le 7e cercle, le 7e cercle qui est un roman, ce que j'appellerais un roman qui est à la fois un roman d'initiation, qui est en même temps le portrait d'un personnage très fort et très ambigu, très sournois, un personnage noir. C'est vraiment la face noire de l'humanité que l'on peut découvrir dans ce personnage, que vous situez dans une géographie et dans une histoire réelle et contemporaine qui débute, pour ce qui est des parents de Léon Bourdoux, qui se situe entre les 2 guerres, entre la guerre de 1914-18 et celle de 1940, et dont l'élan, je dirais, de ce personnage vient d'une hérédité extrêmement chargée, si j'ose dire, en matière de collaboration du côté de ses parents, qui sont déjà de petits médiocres collaborateurs opportunistes. Alors, comment est né le personnage en lui-même, cette géographie familiale qu'ensuite, personnage, vous allez ensuite projeter, et je décris un peu pour que ceux qui n'ont pas lu le livre puissent suivre notre entretien, que vous allez ensuite projeter dans les 40 années qui ont suivi, en terminant sa trajectoire avec un coup de théâtre que je ne dévoilerai pas ici, et qui nous permet d'ailleurs de savoir qui est ce fameux personnage dont le roman nous raconte la retranscription d'une sorte de confidence qu'il adresse. Je n'ai pas identifié, mais peut-être je n'ai pas été attentif si c'était une journaliste, un juge, un témoin, mais le roman est très très dense et je m'aperçois en vous posant la question que cet aspect-là m'a échappé. Alors, donc je reviens à ma question initiale, comment ce personnage est-il né? Mais il est né de l'intrigue elle-même, de l'ensemble de l'intrigue. Mon but était effectivement de faire un roman qui se passe dans 3 continents, qui soit une espèce de roman picaresque à la manière du Barry Lyndon de Thackeray, qui figure d'ailleurs en exergue. Donc j'ai imaginé un personnage qui soit aussi enraciné, si je puis dire, dans un lieu précis et bien connu qui est la Belgique. Parce que ce qui m'intéressait au départ, c'était de mêler l'histoire locale, des épisodes de l'histoire de la Belgique, et d'indiquer que loin d'être belgo-belge, comme on dit souvent, autrement dit, loin de limiter leur intérêt à notre petit univers, à notre microcosme belge, ils sont au contraire en rapport avec l'histoire du monde, avec cette histoire globalisée dans laquelle nous nous trouvons depuis la moitié du XXe siècle, et même déjà auparavant d'ailleurs. Et alors j'ai imaginé pour ça un personnage que j'appelle souvent, avec les amis avec qui j'ai eu l'occasion de parler de ce livre au moment où j'y travaillais, que j'appelle souvent l'anti-Tintin. C'est-à-dire qu'il a toute une série de points communs avec Tintin. Il est belge, c'est un globe-trotteur, il s'embarque dans toutes les aventures qui passent à sa portée, mais il est exactement l'inverse de Tintin. Tintin n'a que des vertus et mon Léon Bourdoux n'a que des vices, en quelque sorte. Et alors, ça m'amusait de jouer un peu sur ce tableau-là. Et d'ailleurs, vers le début du roman, il se lance dans une diatribe vis-à-vis de son interlocutrice contre Tintin, précisément. Donc, l'analogie est lâchée, si je puis dire, et le lecteur aura peut-être l'occasion de s'en souvenir quand il suivra, après ce passage-là, les péripéties, les aventures de mon anti-Tintin. C'est tout ça qui m'intéressait, le côté ironique, la dérision, comme vous dites, les méandres du personnage. Hein. Vous avez utilisé toute une série d'épithètes qui me paraissent tout à fait convenir. C'est vrai qu'il est sournois, c'est vrai qu'il est multiple, c'est vrai qu'il essaye d'être manipulateur, il n'y arrive pas toujours.
vis-à-vis de son interlocutrice, dont je précise d'ailleurs que vous n'avez pas du tout passé quelque chose. Il n'est jamais Voilà. précisé quel est son statut exact, donc je vous rassure tout de suite. Vous me rassurez parce que c'est en posant la question que je me suis dit, il y a une chose essentielle peut-être qui m'a échappé. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas précisé. Et j'ai voulu évidemment ne pas le préciser. Donc, le lecteur peut imaginer qu'il s'agit, je ne sais pas, d'une journaliste, d'une historienne peut-être, hein, puisque les faits racontés commencent maintenant à remonter, d'une magistrate, pourquoi pas. Bref, ça n'a pas d'importance. Elle est le lecteur en somme, c'est-à-dire celle qui reçoit toutes les horreurs, et il y en a, que raconte Léon Bourdoux, tous les épisodes de sa vie pas très recommandables, elle les ramasse dans l'estomac, si je puis dire, comme le lecteur le fait aussi, je suppose. Alors, Léon Bourdoux, vous l'avez dit, vous l'avez qualifié, c'est l'anti-Tintin, c'est le versant noir de ce que pourrait être ce personnage de ligne claire. C'est aussi, et c'est ce qui en fait un grand personnage romanesque, un personnage beaucoup plus complexe que l'apparente ligne claire de Tintin. Alors son prénom Léon n'est pas sans rappeler évidemment un autre personnage qui s'était d'ailleurs comparé à Tintin, qui est Léon de Grelle. Et Léon de Grelle qui a été en quelque sorte le modèle des parents, en tout cas du père de Léon Bourdoux, à une époque où le rexisme est apparu, le rexisme s'est développé et a vraiment rencontré un public d'adhérents dont le père de Léon Bourdoux, dont le prénom est Jean, si je me souviens bien, était vraiment un soutien et un partisan absolu. Alors, à partir, oui, voilà. Alors, à partir du moment où on intègre dans un roman comme celui-là des personnages historiques, j'imagine, et prenons l'exemple de Léon de Grelle, qu'il faut bien l'identifier pour en faire un personnage qui s'intègre avec sa réalité aussi sordide soit-elle dans le personnage et dans le récit romanesque. Comment avez-vous procédé? Mais le personnage de Léon de Grelle, il allait de soi, il s'imposait à moi. Je ne pouvais pas parler d'extrême droite qui démarre en Belgique, sans évidemment faire l'impasse, sans parler évidemment de Léon de Grelle. Donc ça allait de soi. Alors, bien entendu, je connaissais moi-même le personnage, mais j'ai approfondi ma connaissance de Léon de Grelle, comme de beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, bien entendu, puisque les personnages historiques défilent dans le roman. Alors, vous parliez du prénom. Là, la similitude des deux prénoms, je pense que c'est de l'ordre du hasard, parce qu'au départ, et pendant à peu près la moitié de mon travail, Léon s'appelait Gaston. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Je me demande si je n'ai pas un souvenir d'enfant, je me demande si mes grands-parents n'avaient pas un voisin qui s'appelait Gaston Bourdoux. Enfin, ça n'a pas d'importance. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bête, je vais l'envoyer en Amérique latine. Et là, Léon, hispanisé ou portugisé, ça donne le mot lion dans les deux langues. Léon en portugais, Léon en espagnol. Et je me suis dit, bon, c'est une trop belle occasion, je vais jouer là-dessus, ça va permettre des jeux de mots, etc. etc. Voilà. Donc, je répète, la similitude avec De Grelle, c'est un peu hasard, mais ça m'arrangeait bien, cela dit. Hein. Quand j'ai décidé de changer le prénom, je me suis dit, en plus, petit bonus, je vais faire un rapprochement, comment dirais-je, onomastique, je ne sais pas, avec le personnage de Grelle, qui est un peu un des pères spirituels, et peut-être même un grand-père spirituel de mon personnage de Léon Bourdoux. Donc ça tombait très bien, effectivement. C'est-à-dire, en lisant l'épigraphe du roman, celle de Thackeray qui évoque Barry Lyndon, et là, je ne vous vois plus, mais j'espère que vous êtes toujours là de l'autre côté. En voyant l'épigraphe de Barry Lyndon, on s'est rendu compte que le destin de ce personnage allait être un destin tragique à travers une série d'épisodes de l'histoire. Comment avez-vous identifié les épisodes de l'histoire que vous alliez retenir? Il y a l'assassinat de Julien Lahaut, et ensuite, à partir de là, il y a toute une série d'événements
qui se déroule au Congo belge, l'assassinat de Lumumba, qui se déroule en Amérique latine, à Cuba. Comment avez-vous choisi, engrangé, disons, les épisodes que vous avez identifiés pour les faire intervenir dans le destin de Léon Bourdoux?